C'était un super parallèle avec ce que nous faisons au muséum. Alors, on est plutôt sur l'aspect justement exposition avec des simulants alimentaires. Donc le projet s'appelle PolySafe, donc ça fait écho un peu à ce projet PackSafe. On est parti d'une autre idée de base. On a mis en place en fait une stratégie qui justement était plutôt réglementaire au niveau européen. Donc le point de départ en fait de tout ça, c'est qu'on a la moitié des plastiques qui sont des plastiques à usage unique, qui vont avoir une durée de vie en tout cas moins de 3 ans. On a 87% des plastiques qui finissent dans la nature et on a un recyclage, finalement, on appelle recyclage, mais on n'y arrive pas, on ne sait pas recycler le plastique. C'est quelque chose qui va forcément être soit réutilisé en partie, mais on n'est pas capable de faire quelque chose à 100% avec du plastique recyclé. Et donc on injecte toujours un petit peu de matière vierge. Et tout à l'heure, la problématique des encres qu'il y a aussi dans ces plastiques fait qu'on rajoute des métaux lourds et donc donc on a 10% des plastiques qui vont finir dans l'océan. Et on sait que ce qu'on voit dans l'océan, c'est que 1%. C'est vraiment la face émergée de l'iceberg. Peut-être me mettre comme ça. On sait donc nous, au muséum et dans l'unité FIMA, on travaille en partie sur l'impact des polluants de l'environnement sur la physiologie, sur l'impact que ça peut avoir au niveau thyroïdien, et on travaillait sur les phtalates et les phénols, donc sont plutôt des plastifiants. Et comme vous avez vu, donc ça a été mis en avant depuis 2015. Là, on a 2019, Santé publique France qui mettait tous les Français étaient pollués, mais en fait, tous les Européens sont pollués, tout le monde en fait est pollué par des parabènes, des phtalates, des bisphénols. Et donc, la question qui se posait, c'était, ok, on a vu que ça avait des effets sur le système hormonal, et on est en train de nous dire qu'on a donc des composés dans le plastique qui peuvent avoir des effets, mais l'idée, c'était de savoir, est-ce que ces composés-là se retrouvent vraiment dans ce qu'on mange, quoi. Juste pour vous rappeler qu'on a différents types de plastique. Le petit numéro, ça permet de savoir si c'est recyclable et sous quel type quel type de process on doit utiliser pour le recycler. Ce qui se recycle le mieux, en tout cas ce qui se décycle le mieux, c'est le PET. Et après, on a polyéthylène haute densité, donc les jerrycans qu'on doit avoir au camping. Les sacs souples, ça va être plutôt du polyéthylène basse densité. On a les PVC qui sont utilisés dans tout ce qui est tube pour acheminer l'eau chez nous. On a les polypropylènes, les polystyrènes dont on a parlé tout à l'heure, donc ça c'est typiquement le pot de yaourt. Et puis on a le autre, donc le autre c'est le numéro 7. On a les polycarbonates, donc avec bisphénol A, bisphénol S, bisphénol F. Mais on a aussi tout ce qui est nouveau plastique, les PLA, les PMMA, donc tous ces plastiques finalement nouvelle génération qui sont censés être beaucoup plus sûrs. On ne sait pas les recycler, donc pour l'instant c'est du autre. Et peut-être qu'on aura des nouvelles catégories, mais voilà. Et donc les polycarbonates sont entre autres ce qui recouvre l'intérieur des boîtes de conserve et des canettes. Donc on était en tout cas en 2019 dans un contexte particulier parce qu'on sait qu'on a une pollution plastique environnementale, on a un 6e continent, on a des normes de test des produits avec le contact alimentaire qui va être assez restreinte finalement. Les normes vont être restreintes puisqu'on va regarder avec des simulants alimentaires si le composant majoritaire du plastique va être retrouvé dans le simulant alimentaire. On va aussi regarder quelques adjuvants, mais en tous les cas, on va regarder que des choses intentionnellement ajoutées. Jamais on va regarder des NIAS, puisque par définition, les NIAS ne sont pas connues, ou en tout cas si elles sont connues, elles ne sont pas recherchées. Donc les non-intentionally added substances ne sont jamais regardées. Et si on regarde vraiment l'aspect hormonal, il n'y a absolument aucune loi qui oblige un industriel à regarder l'impact physiologique, hormonal, d'un produit avec le contact alimentaire. Si on regarde ce tableau de 2019
du rapport d'Emenex-Slama, vous pouvez voir en fait que pour la perturbation endocrinienne, on n'a pas de définition pour les perturbateurs endocriniens qui se retrouveraient dans des food contact materials, donc des matériaux en contact avec les aliments. On n'a pas de tests qui sont requis, et donc on n'a pas vraiment de management du risque. On a une liste, comme a dit Jane tout à l'heure, on a 16 000 substances qui peuvent être potentiellement retrouvées dans des matériaux en contact avec les aliments, mais on ne va pas savoir en fait si la combinaison de plusieurs molécules va avoir un effet. Donc, on était aussi dans cette idée où 2018, le sujet plastique commence à vraiment tourner au niveau gouvernement français, et on nous dit on va l'interdire pour tout ce qui est plastique à usage unique. Donc on va interdire. Donc là on a vu, on n'a plus de paille dans les restaurants, on n'a plus les fourchettes, on n'a plus les gobelets, mais on remplace ça par des choses qui ont moins de plastique. Donc on remplace avec du carton qui a soit un liner plastique, soit on a des choses en plastique. Et un des objectifs de la loi, c'est aussi de dire, en 2025, dans toutes les cantines en France ou dans tous les hôpitaux, là ça a été un peu modifié parce que maintenant ils sont en train de revenir sur l'histoire des hôpitaux, mais normalement on ne doit plus avoir de contenants 100% plastique dans tout ce qui est restauration collective. L'expérience nous a fait penser que mais qu'est-ce qu'ils vont mettre à la place? Et c'est comme pour le bisphénol A, donc je vais juste vous reparler du bisphénol A. 10 secondes. 2012, l'ANSES en France dit il y a des effets faible dose du bisphénol A. Interdiction dans tout ce qui est contact alimentaire en France en 2015. L'EFSA dit à ce moment-là, il n'y a pas de problème avec le bisphénol A. Et comme Jane nous l'a dit hier, en 2023, mai 2023, on a abaissé la dose journalière acceptable du bisphénol A en Europe de 4 microgrammes par kilo par jour à 2 nanogrammes. Donc on a baissé par 20 000 à 0,2 nanogrammes. 0,2 nanogrammes. Donc on a baissé de 20 000 fois la dose journalière acceptable, en tout cas à l'EFSA, ce qui revient à interdire grosso modo le bisphénol A. Ce qui a été mis à la place en France à cette époque, c'est du bisphénol S ou du bisphénol F. On sait maintenant, mais si vous regardez, en fait, on avait déjà des choses qui étaient publiées en 2005, c'est où? Ici, en 2015, donc le moment où ça a été interdit, on savait déjà que les substituts étaient potentiellement dangereux. Donc, la problématique, en fait, de Polysafe, en tout cas, ce que je me suis dit, c'est que si on continuait, en fait, sur cette optique de remplacer par quelque chose qui était moins connu sur le moment M, eh bien, on allait répéter les erreurs passées. Et donc, on avait envoyé ce projet plusieurs fois. Il faut avoir en tête que, comme l'a dit Jane hier, c'est même pas la question de savoir si ça migre ou ça migre pas. On sait que ça migre. Okay, on a 60 mg par kilo de denrées alimentaires, donc 60 mg du contenant qui est autorisé à migrer dans 1 kg d'aliments. Donc c'est même pas la question de se dire si oui ou non ça va migrer, c'est est-ce que ce qui migre a un potentiel effet sur notre santé et aussi sur l'environnement. Donc nous, on n'a pas tout à fait eu la même approche que Marie-Christine Chagnon, puisqu'on est parti sur de l'exposition réelle dans les cantines avec ces barquettes alimentaires. Juste pour vous rappeler que donc là, on parle des plastifiants, donc phénol et phtalate. On n'a pas l'aspect microplastique, mais juste pour vous rappeler que en fait, on réingère en fait ces microplastiques qui sont potentiellement vecteurs d'autres choses, ça peut être des bactéries, mais on a aussi un relargage possible via les microparticules, et on a quand même mangé pas mal de microplastiques avec les masques en polypropylène, et on sait que tout ce qui est des fibres synthétiques, ça passe à la machine, ça va dans les eaux de rivière, c'est pas forcément retraité. On a parlé un peu de la pollution dans les rivières, mais au bout d'un moment, l'eau qui est utilisée pour faire pousser les denrées alimentaires, on a aussi des microfibres qui peuvent être dedans. Donc quand on mange du cru, du brut ou du transformé, il y en a beaucoup plus dans le transformé, mais on va avoir une contamination un peu continue. Et donc il y a un moment où il faut savoir aussi prendre le problème par un bout. Donc ce projet a été financé par l'ANR en 2020. Et la stratégie était de se dire, on va tester l'impact physiologique
sur les cellules. Donc c'est un peu ce que Isabelle a dit juste avant, c'est-à-dire on va regarder pas seulement la physico-chimie en fait, du contenant, mais on va regarder aussi les effets. Alors nous, on est parti sur le fait que le polypropylène, ce qui est utilisé actuellement, toujours dans certaines cantines, ça allait être interdit. Donc on le prend pour contrôle, mais on n'a pas fait énormément de recherche dessus. Ce qui était pressenti comme étant le matériau de substitution dans les cantines ou dans les hôpitaux, c'est de la cellulose, donc carton d'œuf, mais vous savez bien qu'une boîte d'œuf, c'est pas du tout étanche, donc forcément il y a quelque chose en plastique qui est rajouté. Donc soit vous avez un liner plastique qui est dans la barquette, soit vous avez du plastique qui est mis dans la masse pour rendre étanche. Donc là on a une dizaine de contenants qui ont été testés. Et puis on a pris aussi de l'inox, parce que nous on dit que l'inox c'est ce qu'il faut utiliser, mais on a beaucoup de désinformations sur l'inox parce que en fait, le retour à l'inox ne va pas forcément être quelque chose de bien vu dans certaines communes parce qu'il faut des infrastructures qui n'existent plus. Enfin bon, ça je pense que Tania vous en parlera peut-être un peu plus cet après-midi. Et puis bien sûr le verre qui lui pour le coup est inerte mais très lourd, mais c'était notre contrôle. On a au niveau réglementaire, il y a 3 simulants qui sont acceptés. On a l'huile de tournesol 100%. On a l'acide acétique 3% qui correspond à quelque chose de plutôt acide et on a l'éthanol à 10% ou à 50%. Donc on n'a pas fait l'éthanol à 10 ou 50% puisqu'en fait normalement tout ce qui va être apolaire, donc tout ce qui va être plutôt lipophile va forcément aller dans l'huile végétale. On s'est mis dans les températures recommandées, c'est-à-dire c'est 120 degrés pour réchauffer un aliment dans la barquette. Et on s'est dit, on va donc là regarder les molécules. Donc là, quelles que soient les molécules, on n'avait pas vraiment d'a priori. Que ce soit 10, 20, 100 molécules, en fait, ce qu'on veut, c'est pouvoir tester l'extrait sur nos tests. Les tests qui ont été choisis, donc ça c'est le LNE qui fait l'extraction, donc ils mettent en contact les simulants alimentaires avec le contenant. Ensuite, on devait, et c'est là où on avait un challenge technique qui était assez fort, parce qu'on devait rendre compatibles finalement ces solvants ou ces simulants, donc de l'huile, avec des cellules ou avec des petits organismes vivants. Et donc il y a une étape de concentration qui a été assez longue, mais pour laquelle j'ai quelques résultats maintenant de la part du LNE. Et une fois que finalement cette huile ou cet acide acétique est concentré, dans lequel on a toutes les molécules et on est capable de le rediluer avec quelque chose qui est compatible avec les cellules, donc du milieu de culture ou de l'eau pour les têtards, eh bien on l'a testé sur des cellules. Donc ça c'est ce que fait Patrick Balaguer à l'INSERM à Montpellier. On a tout ce qui est métabolomique qui est fait sur des coupes de foie à Toulouse. Et puis on a des tests validés au CDE qui sont des tests sur Medaka et des tests sur thyroïde dont je vais vous parler. Donc le work plan, c'était de se dire on va utiliser donc des méthodes d'extraction. Donc on va avoir une mise en contact faite par le LNE, une concentration des molécules pour les rendre compatibles avec des tests de vitro ou vivo. On teste tout ce qui est interaction avec des récepteurs. Donc ça, c'est exactement la même méthode que ce que vous a montré Isabelle avec les récepteurs aux hormones. Ensuite, on a donc le test de la métabolomique. Nous, au laboratoire, on a testé tout ce qui était altération avec l'axe thyroïdien. Et on a les tests pour les fonctions reproductives, donc œstrogéniques et androgéniques, qui sont faites par le laboratoire Watchfrog. Donc voilà, grosso modo, c'est les work packages. Ça correspond à peu près au travail que je viens de vous citer. Donc là, on va commencer par les résultats qu'on a obtenus avec cette histoire de concentration. Comment on arrive à rendre, finalement, à identifier les molécules, à concentrer le simulant alimentaire sans perdre trop de molécules. Donc il y a beaucoup de tests qui ont été faits, et ça a été fait avec des substances qu'on connaît. Donc le LNE, Cédric Liato, a pris 94 substances qu'on connaît, de différentes propriétés. Donc vous voyez, vous avez des produits de dégradation, des solvants, des alcènes, des alcanes. En fait, il a mis quelque chose qu'il pouvait suivre, et donc il savait ce qu'il mettait. Et il regardait, en fait, après différentes méthodes de concentration, si on avait gardé ou pas ces molécules-là. Et donc,
Donc là, c'est ce que vous voyez avec l'acide acétique. Vous avez l'évaporation, donc on met l'acide acétique et on regarde après à évaporation ce qui reste comme molécule. Finalement, il reste quasiment rien. Tout s'est évaporé. Donc là, ce n'est pas une bonne méthode. Après, on passe sur rajouter du solvant, donc ce qu'a dit tout à l'heure Isabelle. On rajoute du DMSO, du dichlorométhane, quelque chose comme ça, et ensuite on évapore. Et là, on a les molécules les plus apolaires qui vont se mettre dans les solvants et qui vont du coup rester. Donc là, on a un bon rendement avec le dichlorométhane, puisqu'on voit qu'on est à peu près 90%. Par contre, ce n'est pas génial au niveau manipulation pour le manipulateur, sachant que si on utilise une colonne, donc là on passe l'acide acétique et on concentre en fait les molécules dans une colonne, et ensuite on évapore, c'est beaucoup plus friendly pour l'utilisateur, et donc c'est ce qui a été utilisé. Mais vous voyez que les rendements sont quand même tout à fait honorables, puisqu'on arrive à garder plus de 70% des molécules qui étaient à la base dans l'acide acétique. Pour l'huile de tournesol, ce n'était pas du tout la même limonade. Parce que rendre de l'huile compatible avec du vivant, il fallait quand même le concentrer. Et nous, on ne pouvait pas aller en dessous d'un facteur de concentration de 500. Donc l'évaporation, c'est pas possible, on n'évapore pas de l'huile. Donc il fallait forcément passer par une extraction liquide-liquide. Et donc ce qu'a fait Cédric, c'est qu'il a rajouté donc, du méthanol ou de l'éthanol ou de l'acétonitrile. Et en fait, il a essayé de regarder s'il fallait faire un run d'extraction, enfin un run de concentration, 2 runs, 3 runs, etc. Donc je vous la fais courte. En fait, ce qui fonctionne le mieux, c'est ici, avec on fait de l'acétonitrile et du méthanol et on le fait 3 fois. On a donc du coup un ratio de molécules qu'on met à la base dans notre huile qui est conservé à la fin, et on a réussi à concentrer notre huile. Donc les paramètres finaux, c'est une colonne avec une extraction pour l'acide acétique, et j'ai dit 3, c'est 2 extractions successives avec acétonitrile et méthanol pour l'huile. Et on arrive à des facteurs de concentration qui sont donc de 300 ou 600, ce qui est tout à fait possible, c'est-à-dire que là, vous mettez 1 millilitre dans 500 ml. Donc si vous mettez 1 millilitre d'huile dans 500 millilitres, eh bien, vous avez quelque chose qui va être très dilué, mais pour autant, on a la bonne concentration des molécules chimiques qui est retrouvée dans le simulant alimentaire. Alors, les premiers résultats que nous avons obtenus avec les cellules, donc ça c'est, comme je vous l'ai dit, Patrick Bellaguer à l'INSERM à Montpellier. Donc lui, il a plein de lignées avec des récepteurs nucléaires humains. Les récepteurs nucléaires, donc, ce sont des récepteurs qui vont se fixer sur l'ADN en présence ou pas d'hormones. Là, vous avez les récepteurs humains aux œstrogènes, donc tout ce qui va être alpha ou bêta, qui donc, sont exprimés dans certaines cellules, les récepteurs aux androgènes, les récepteurs aux glucocorticoïdes, et aussi des récepteurs partiels. Bon, là, c'est de la cuisine, mais c'est juste pour vous dire qu'on a la poche de liaison au ligand, mais pas tout le récepteur. Pour les récepteurs aux hormones thyroïdiennes et 2 récepteurs qui sont plutôt hépatiques ou PPAR gamma plutôt retrouvés dans tout ce qui va être tissu adipeux. Et donc les différentes lignées avec les différents ligands. En gros, le principe, c'est celui-ci. Vous avez un transgène qui est rajouté dans les cellules. Vous n'avez quasiment pas de transcription de votre luciférine, de votre luciférase, pardon, donc qui est l'enzyme qui va dégrader la luciférine en lumière. Et donc quand vous rajoutez des œstrogènes, vous avez une liaison qui se fait entre le récepteur et son ligand. Vous avez une liaison sur l'ADN, vous avez une activation de la transcription, et donc on a beaucoup plus de lumière. Ici, on a un contrôle négatif, donc là, eux, ils font ça en plaque 96 puits. Ils mettent les différentes substances qui correspondent aux différents ligands, et ils ont des choses qui s'allument ou pas. Donc le contrôle positif, ça s'allume partout, et après, ils vont faire des gammes de concentration avec les simulants qu'ils ont reçus. Il n'y a pas grand-chose qui sort, finalement, avec la liaison au récepteur. Par exemple, l'échantillon 308, là, où on n'a pas de toxicité, on a un léger effet sur PXR et PPAR gamma, mais on n'a pas vu grand-chose. Je vais vous faire, il y a un tableau à la fin qui vous montrera. Les tests qu'on a utilisés au laboratoire, donc c'est un test qui est validé depuis 2019 par l'OCDE, c'est la guideline 248, ça s'appelle XETA, Xenopus et l'hétéro-embryon essay, et donc le principe il est d'utiliser donc des larves transgéniques
qui répondent aux hormones thyroïdiennes, donc l'hormone thyroïdienne T3 qui va faire s'allumer le tétard. En fait, c'est activation de la transcription du transgène. Donc on voit, comme tout à l'heure, la lumière, et bien là on va avoir de la fluorescence verte dans la tête du tétard. Et donc ce sont des tout petits tétards qui ont une semaine, donc vous voyez ici vous en avez 15 par puits. On renouvelle tous les jours et à la fin des 3 jours, on est capable de dire si oui ou non, en fait, on a un effet des molécules qui sont dans notre stimulant alimentaire sur l'aspect thyroïdien. Si ça s'allume tout seul, c'est qu'il y a un effet plutôt agoniste. Si, quand on le met en présence d'hormones comme ici, on voit une baisse de fluorescence, eh bien, ça veut dire qu'on a un effet plutôt qui inhibe l'action des hormones thyroïdiennes. Donc là, on a fait des premiers essais. On voyait donc ici le contrôle. Donc là, il n'y a que la fluorescence de base, ça correspond à ce que vous voyez ici. On rajoute de l'hormone thyroïdienne, donc on a plus de fluorescence, c'est normal. Et puis après, on va rajouter les différents extraits donc qui correspondent à différentes barquettes alimentaires. Et donc vous voyez qu'en fait, ici, pour la 303, on a un effet qui est plus fort que l'hormone thyroïdienne seule, ce qui veut dire qu'on a... alors on a 2 explications. Soit on a un effet agoniste qui est que ça se rajoute à l'effet de l'hormone thyroïdienne, soit on a un effet en fait qui est qu'une partie de l'hormone va être dégradée dans le tétard, puisque c'est du vivant. Et donc là, on empêche la dégradation d'une partie de cette hormone. Dans tous les cas, on voit une augmentation et en tout cas une perturbation de l'axe thyroïdien. Le principe ensuite du test réactif, c'est la même chose mais avec des œstrogènes. C'est des larves de médaca qui expriment, donc sous contrôle d'une partie régulatrice du gène de la choriogénine, qui permet donc de former le chorion, la couche, l'enveloppe autour de l'œuf. Eh bien, elle va exprimer, les larves vont exprimer de la GFP sous contrôle de ces œstrogènes. Donc si vous mettez des œstrogènes, voilà, ici vous avez l'éthynylœstradiol, différentes concentrations, vous avez la fluorescence qui va augmenter dans ces larves. L'avantage de ces larves-là, c'est qu'elles ont aussi de l'aromatase. Donc, c'est-à-dire que si vous mettez de la testostérone, qui est un androgène aromatisable, vous allez aussi voir de la fluorescence. Pourquoi ? Parce qu'en fait, naturellement, donc tout le monde produit de la testostérone. Chez les femmes ou sur les larves qui vont être féminines, en tout cas, vous allez avoir cette dégradation plus importante de la testostérone en œstradiol. Donc on a aussi la possibilité de tester en bloquant cette aromatase et en regardant si c'est plutôt un androgène aromatisé ou si c'est un vrai œstrogène. Donc les résultats sont ici. Vous avez la gamme contrôle. Vous avez l'éthynylœstradiol à différentes concentrations. Donc l'éthynylœstradiol, c'est le composé qui est dans la pilule contraceptive. Et vous voyez que bien, on a cette induction de fluorescence progressive avec les concentrations. Vous avez aussi donc là tous les extraits qui sont testés seuls. Donc là, il n'y a pas d'effet a priori œstrogénique. Vous avez la testostérone, donc qui, comme je vous l'ai dit, est aromatisée. Elle va être activée en œstradiol. Et ici, vous pouvez même combiner les deux, mettez de la testostérone plus de l'éthynylœstradiol, et donc là, on augmente très très fortement la fluorescence. Vous pouvez aussi bloquer en mettant de la flutamide, donc quelque chose qui va bloquer l'aromatisation. Et donc là, vous allez complètement empêcher la fluorescence, puisque votre testostérone reste testostérone, elle ne deviendra pas œstradiol. Ici, vous avez les différents extraits, et donc vous pouvez voir qu'on a quelques extraits qui sont positifs. Ça veut dire que ce sont des molécules qui sont dans le contenant alimentaire, donc dans le stimulant alimentaire, pardon, donc dans le contenant à la base, qui ont été dans l'aliment et qui peuvent potentiellement activer via l'aromatase un effet œstrogénique. Donc je ne vais pas aller plus loin, je vais vous faire on a différentes choses qui ont été faites sur différentes barquettes. On n'a pas encore tous les résultats, donc le projet finit l'année prochaine. On a donc des celluloses, du polypropylène. Vous voyez que la cellulose, c'est avec ou sans liner, donc ça peut être avec du plastique dedans. On a aussi testé donc l'inox. Donc quand on regarde les molécules qui sont organiques, les molécules organiques qui migrent du contenant alimentaire, forcément il n'y a rien qui migre dans l'inox, de l'inox, puisqu'il n'y a rien d'organique dans l'inox. On a certaines, donc vous voyez, c'est complètement différent. Vous pouvez avoir 2 molécules qui migrent de cette barquette-là, 9 de celle-ci, 14 de celle-là, 13. Donc c'est très variable. Donc finalement, de savoir
l'identité des molécules, ça n'a pas vraiment d'intérêt parce qu'il n'y a pas de corrélation entre le nombre de molécules et les effets qu'on voit. Donc on voit des effets œstrogéniques par exemple pour celui-ci. Ici pour cette cellulose, là on a quasiment des effets partout. On a un effet thyroïdien, on a l'effet androgénique, mais en fait ceux qui sont pour l'effet androgénique ça a dû être refait plusieurs fois parce qu'on a un souci d'interprétation et on a les effets œstrogéniques donc, que je vous ai montré ici. On a très peu d'effets vitraux, donc d'effets de liaison directe des composés qui sont dans les simulants avec les récepteurs, ce qui veut dire qu'on a sûrement besoin d'autre chose que de regarder seulement cette liaison-là. On a l'avantage d'avoir des larves qui sont physiologiques et donc c'est important de garder ça. Donc voilà, donc, juste pour que vous ayez en tête que les normes actuelles ne prennent pas en compte ces histoires de migration et d'effets biologiques. Hein. Donc on n'a pas d'activité biologique. Donc ce que fait Isabelle et ce que nous faisons est assez complémentaire, mais ça va donner des choses qui permettent de penser les normes un peu différemment. Donc on a différents projets hein, qui vont dans le même sens. On a levé un verrou technologique et donc ça va être publié assez rapidement sur cette histoire de concentration parce que finalement le fait de pouvoir concentrer de l'acide acétique ou de l'huile en gardant les molécules qui sont dedans de différentes propriétés, ça n'a jamais été fait. Et puis bien, les premiers essais qu'on va donner sont bien sûr limités puisqu'on va avoir que 10 barquettes en cellulose, 2 barquettes en inox, mais le but c'est vraiment d'asseoir une nouvelle méthodologie. Et donc voilà. Je vous remercie. Je remercie particulièrement Sébastien et Tiffaine qui ont travaillé sur ce projet-là et qui donc ont généré les résultats. Et puis tous les partenaires. Je tiens à remercier l'ANR, mais aussi la fondation qui a Crédit Mutuel qui a participé au financement du congrès et qui donne aussi des financements pour tester autre chose que les barquettes alimentaires. Ils aimeraient qu'on puisse tester les barquettes qui sont vendues en grande surface, type les barquettes en plastique micro-ondables. Ils aimeraient qu'on teste les pailles en papier, en fait tout ce qui contient un peu de la colle. Donc ça va être fait à partir de l'année prochaine. Voilà, je vous remercie et puis on peut avoir des questions. Thank you, and sorry, I will speak in English again. Yes. That was absolutely fascinating, really interesting work. I think, you know, the last slide you showed with the overview, I mean, it's frustrating that there are materials on the market that have these chemicals that can activate nuclear receptors, but there also are materials that don't have them. Yes. And I think that has to be the message we send to policymakers, that if they pay attention to this, then we can really do something impactful and important to protect health. Yeah, I agree with you. It's something that is striking, that there are already something that has no activity on what we are looking at, but we don't need to reinvent the wheel every time, and there are already some containers that are safe and that we could be more used, and I think it could be really interesting for the people and the industrial, because it's, as it was said yesterday, the guys from industry, they are here, they do business, so they do some business and they want to have money, but most of them are concerned with these health effects, and they don't know how to deal with it. So if we just communicate in the fact that they perhaps have the solution already in their lab, that could be a way of not making complex something perhaps more simple. Oui, j'avais une question sur le modèle. Dans quelle mesure il est capable de cerner une exposition chronique faible dose? Une bonne question. C'est une bonne question. Les effets chroniques faible dose ne sont pas regardés avec ces tests-là, dans le sens où on va avoir une expo, donc pour le test thyroïdien, c'est 3 jours. Pour le test MEDACA, donc œstrogène, c'est 4 jours, et œstrogène, c'est 2 jours, et androgène, c'est 4 jours.
Donc ça c'est fait au laboratoire Watchfrog. Donc on a plutôt une activité, après la métabolisation est un peu différente, on sait, et ça a été validé pour ça, que plusieurs molécules qui sont censées agir sur ces axes-là sont détectées, donc des contrôles positifs, c'est pour ça que ça a été validé. Hein. Après les effets chroniques long terme, on ne les aura pas. Par contre on aura, étant donné que depuis 2022, on est quand même avec une idée que c'est la perturbation endocrinienne est sur une classe de danger et pas de risque. Finalement, le niveau d'exposition importe peu, et si on arrive à montrer qu'on a un effet, c'est déjà quelque chose, c'est déjà une partie de la réponse. Donc on sera peut-être à des doses plus fortes que ce qui est réellement rencontré, parce que là, vu qu'on concentre, on est capable aussi de le diluer à la concentration qu'on veut. Donc on est capable de le tester 10 fois plus concentré que dans l'aliment lui-même, mais c'est censé être quand même, même si on est 10 fois plus concentré, on peut argumenter en disant ah oui, mais si quelqu'un mange 10 fois plus de cet aliment-là, non mais vraiment. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Alors moi j'avais exactement la même question, mais je vais un peu la continuer du coup. Et c'est assez naïf comme question parce que ces perturbateurs endocriniens, ils n'ont pas des courbes dose-réponse standards. Oui. Donc, est-ce que les courbes, justement, dose-réponse dépendent en fait du type de perturbateur endocrinien? Et si oui, est-ce qu'en concentrant comme ça, on peut passer à côté d'effets de perturbation en fait? Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, tout à fait. Alors, la réponse à la première question, c'est que ce n'est pas le cas pour toutes les molécules chimiques. Donc, tout ce qui est perturbateur endocrinien ne va pas forcément avoir des effets à faible dose. C'est que c'est une propriété. On ne peut pas se baser sur la dose pour dire que c'est en dessous de certaines doses, il n'y a pas d'effet. Donc c'est molécule par molécule. Le bisphénol A peut avoir des effets faible dose, les perfluorés peuvent, comme le PFOS, ont des effets faible dose, mais tu as d'autres molécules qui n'ont pas forcément d'effet faible dose. Donc ça, c'est une partie de la réponse. La deuxième, c'est forcément, en ayant cette approche-là, si on a une approche de screening où on va faire une seule concentration qui correspond à la concentration qui est retrouvée dans l'aliment, on risque de passer à côté de certains effets. Ça, c'est possible. Par contre, on a la possibilité de revenir et de faire une gamme de dilution. Si on voit un hit positif, d'aller chercher un petit peu plus. C'est d'ailleurs le but, c'est d'aller ensuite identifier quelles sont les molécules qui sont dans l'extrait, hein, donc d'aller faire une sorte de spectre RMN et d'aller identifier les molécules qui peuvent poser problème, et ensuite de tester ces molécules pour voir si on arrive à identifier celles qui posent vraiment problème ou si c'est la combinaison de molécules. Alors après, tout dépend. Là, on est sur une dizaine, c'est faisable, mais si on était sur une centaine, là, c'est plus possible. Mais dernière question, oui. Au niveau européen. J'ai la même question qu'en fait pour l'intervenant précédent. Est-ce qu'il y a vraiment un travail en fait au niveau européen autour de ces méthodologies déjà et de faire sortir en fait un test qui nous permette d'avoir une idée de cette perturbation Oui, tout à fait. C'était le but en fait. Nous, on s'est dit que si on pouvait montrer déjà à un premier niveau, donc par rapport à ce que Isabelle montrait, on est sur un niveau de level 3 au niveau OCDE. Donc nous, on a le mode d'action, mais dans un caractère plus vivo. C'est pas de la cellule. Donc il y a 5 niveaux. Hein. Vous avez le niveau 2 qui correspond à de la cellule. Le niveau 1, c'est le niveau computationnel. Donc c'est un ordinateur. On fait juste c'est compliqué les QSAR, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas vraiment de données physiques. Et ensuite, c'est des cellules, ensuite, c'est des petits organismes, ensuite, c'est des mammifères, donc quelque chose qui est plus proche de l'homme, et ensuite, on a le niveau 5 qui correspond à des mammifères sur plusieurs générations. Donc là, on est à un niveau 3. Au niveau européen, forcément, il faut qu'on puisse avoir cette harmonisation qui soit faite au niveau des normes de migration. Et là, on identifie surtout qu'il y a un trou énorme dans la législation qui est qu'on ne regarde pas l'activité et l'impact sur la santé. Donc après, ce qu'on disait tout à l'heure que ça va se retrouver dans l'environnement, je suis tout à fait d'accord avec ça. On risque d'avoir d'autres effets qui correspondent à l'emballage lui-même, mais là, c'est vraiment ce qu'on ingère nous et ce que nos enfants ingèrent tous les jours à la cantine.
Donc de remplacer par quelque chose qui était moins... En tout cas, ça va dans le sens de notre hypothèse de base, qui est de dire, finalement, de remplacer par quelque chose qui est moins connu, ce n'est pas la solution. Et il faudrait ajouter des tests à la liste de choses qui sont faites avant la mise sur le marché. Yoxane, tu avais une question? Just a tiny technical Yeah. question. You said that you did extractions with the acetic acid and the vegetable oil, but actually, isn't it migration? Because those are official food simulants, and you also had the standard there for the migration, no? Yeah, I'm not sure. You ask if the compounds that are in are from the acetic acid and the sunflower oil from the beginning. Yeah. Yeah, we have this spectrum and the compounds from the beginning. So when I said that you have 14 molecules from this container, it's 14 molecules more. So it's not. It was not in the olive oil, the sunflower oil from the beginning. No, it's a technical thing because we distinguish between extraction, what Isabelle was talking about, where you use very harsh solvents. Yeah. But that's more to see what's in the material. It's not the real life exposure. Yeah. And migration is the real world exposure. And Yeah. actually what you're doing is the real world exposure. Exactly. If you would do extraction, it would probably be even more. Yeah, Yeah. absolutely, Okay. absolutely. It's more, it's a real life exposure. Migration. Yeah. Alors, je vais peut-être encore ajouter une question more real world liée à l'usage, parce que est-ce que dans le projet Polysafe, vous incluez aussi des cas qui sont liés à l'usage? Je m'explique. Malheureusement, trop de consommateurs et consommatrices prennent le contenant, réchauffer au four à micro-ondes, et j'imagine ça va exploser. Oui. Et est-ce que vous avez aussi fait ce type de comparaison? Alors, c'est pas prévu dans Polysafe, mais c'est quelque chose qui est prévu donc avec les financements du Crédit Mutuel. C'est de regarder certains mésusages, donc du plastique qui est alimentaire, donc qui est basé à partir, mais qui n'est pas, par exemple, typiquement les choses qui peuvent être faites, c'est d'avoir un contenant en plastique dans lequel il y avait de la glace. Donc c'est validé au niveau de la food safety en disant oui, vous pouvez l'utiliser pour mettre de la glace. Si les gens après chez eux l'utilisent pour mettre de la soupe, de la purée ou du gras, en fait on a des molécules qui vont migrer dans l'aliment et qui n'étaient pas prévues. Donc c'est pas de la faute de l'industriel parce que lui il a validé on va dire son plastique pour l'usage pour lequel il le vend, mais par contre il faudrait qu'il y ait une communication sur ça en disant attention, ne l'utilisez pas pour autre chose que pour cet usage-là, parce qu'en fait il y a des choses qui peuvent se retrouver dans ce que vous allez manger après. Donc ça on a prévu de faire quelques mésusages comme ça, type barquette, mais c'était pas l'idée là, c'était vraiment de développer la méthodo et de savoir si oui ou non on allait avoir des choses et qu'on pouvait utiliser le vivant, on pouvait concentrer. Enfin, c'était pas mal technologique sur le point de concentrer, quoi. Il y a Sylvie, oui. Merci Jean-Baptiste. Quand tu as parlé du remplacement du bisphénol A par le bisphénol F qui était autant si ce n'est plus toxique, et tu mentionnes donc le niveau 1 de test qui est par ordinateur. Oui. Et donc ça, on imagine que systématiquement, c'est pas fait systématiquement. Par exemple, on aurait pu voir que bisphénol F avait toutes les propriétés de conformation. Oui. Après, oui, je suis d'accord avec toi. En fait, il suffisait de regarder les publis de Dodds de 1934 qui montraient les effets œstrogéniques des différents bisphénols. Et on avait, oui, des effets faiblement œstrogéniques, du S, du F, du A, du B. Après, voilà, il y a cette idée aussi de législation par famille. On parlait tout à l'heure de la famille des perfluorés, de se dire, voilà, toute cette famille-là, en fait, si on en voit un qui est problématique, eh bien, on interdit la famille, ou en tout cas, on réglemente. Pour les bisphénols, c'est un peu parti comme ça. C'est-à-dire qu'on commence à se dire, mais on aurait peut-être dû légiférer au niveau de la famille. Mais pour répondre à ta question, non, c'est pas fait systématiquement de regarder, parce que... En fait, si tu veux, l'intérêt de ces QSAR, c'est de regarder une interaction protéine-ligand. Et en fait, toutes les protéines qui sont en interaction avec les hormones ne sont pas forcément cristallisées, ne sont pas forcément accessibles. Donc c'est difficile en fait de passer en revue toutes ces interactions-là. Pour les œstrogènes, et avec les bisphénols, ça aurait pu être faisable quand même.
J'ai juste une petite question. En fin de compte, j'étais un peu surprise de la, entre guillemets, méfiance qu'il y avait par rapport à l'inox. Parce que pour moi, en fin de compte, dans mon esprit, inox et verre, c'était un peu kiff-kiff au niveau de la En sûreté. fait, oui, je suis d'accord. En fait, il y a une désinformation qui est faite sur les niveaux de chrome et de nickel qui peuvent migrer de certains inox. En fait, il y a différentes qualités d'inox déjà, il faut le savoir, hein, tous ne sont pas pareils. Et donc, en fait, il y a beaucoup de communication sur le fait que potentiellement, il y a du chrome 6 qui peut migrer en fait, de l'inox et que c'est potentiellement carcinogène, etc. En fait, quand on regarde dans les faits, non, il n'y a pas de chrome 6 qui peut migrer. Ce qui peut migrer, c'est le chrome 3, je ne me rappelle plus. Enfin, il y en a un des deux qui est carcinogène, mais voilà. Donc, en tout cas, non. Quand on regarde vraiment la littérature, il n'y a pas d'effets qui sont avérés avec cet inox. Ce qui pose problème, en fait, c'est qu'on dit qu'il faut revenir à quelque chose qui doit être lavé. C'est surtout ça. Et donc, forcément, parce que l'avantage de la cellulose par rapport au plastique et par rapport à l'inox, c'est que c'est jetable. On reste sur le même mode de fonctionnement. On a un contenant qu'à la fin du service, on peut mettre à la poubelle. Alors que l'inox, le verre, ça demande de la manutention. C'est aussi, pour le personnel, c'est plus lourd. Donc, ça demande aussi une adaptation au niveau ergonomique. Voilà. C'est pour ça que je pense qu'on a pas mal de communications qui disent que oui, mais attention, l'inox, c'est peut-être pas génial. Là, ce que je peux vous dire, c'est que vous avez vu, il y avait certains effets qu'on a vus avec l'inox, c'est ça que je voulais vous mentionner. En fait, c'est réutilisable. Là, c'était la première utilisation. Quand on a fait l'essai avec l'inox qui a été lavé 2 fois, on ne voit plus rien. Donc, on a quand même quelque chose qui montre que oui, peut-être à la première utilisation, on peut avoir certains effets. Mais en fait, à partir de la 2e ou 3e utilisation, on n'a plus rien. Donc il suffit de le laver en fait avant de l'utiliser, parce que là il n'avait même pas été lavé quand on a fait les premiers tests. Donc oui, moi je suis convaincu qu'on a là aussi la solution. Ce que disait Jane, c'est ça. On a les solutions qui existent déjà. Hein. Il suffit juste d'avoir une volonté derrière de les mettre en place et de l'utiliser, quoi, de l'appliquer. Je ne sais pas quelle heure il est, mais j'ai peur qu'on déborde un peu. Ouais, on peut peut-être aller prendre la pause. Donc je vous remercie. C'est juste dans les coursives derrière. Et on peut continuer à discuter.